Bien, bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour cette seconde table ronde de notre matinée en ce qui nous concerne, puisqu'on a fait l'océan Indien et Pacifique un peu plus tôt pour tenir compte des contraintes horaires de vos collègues et puis des vôtres pour le coup maintenant, et merci de votre disponibilité. Je vous propose, pour commencer, puisque vous avez été destinataire d'un questionnaire qui visait à préparer cette audition, on va traiter cette audition par bloc. Moi, je vais faire toute la partie sur le bilan en fait de la situation actuelle de votre point de vue, et puis je laisserai le soin à ma co-rapporteure Micheline Jacques d'aller sur la partie plutôt d'évolution de ce sujet avec les différentes questions qui peuvent évidemment se poser. Sur la partie du bilan de l'organisation institutionnelle, j'aurais bien aimé vous entendre successivement dans l'ordre, et puis je vous dirai l'ordre dans lequel en fait on va vous donner la parole. Déjà, premièrement, de vous entendre sur le bilan que vous faites de l'organisation institutionnelle du territoire au regard des perspectives de développement économique. Je pense que c'est un lien très fort et c'est pour ça que nous avons tenu à vous auditionner dans le cadre de nos travaux. Et puis le premier bloc qui m'intéresse dans ce cadre-là de ce bilan, c'est notamment les exemples que vous pourriez avoir, soit d'action ou de stratégie, qui n'auraient pas pu être mises en place ou qui auraient été entravées en raison de l'inadaptation des normes à vos territoires respectifs. Et on sait que les réalités sont différentes d'un territoire à l'autre. C'est aussi l'intérêt de vous avoir autour de la table. Et lorsque ces normes doivent être adaptées aux réalités de vos territoires, quelle devrait être selon vous l'autorité la plus pertinente pour que cette adaptation arrive? Et enfin, sur cette première partie sur les compétences et l'adaptation des normes, dans le cadre de l'élaboration des différents textes législatifs et même réglementaires, si on prend la partie décrétale, êtes-vous associé parfois ou pas du tout pour émettre des avis ou des recommandations sur des évolutions législatives? On sait que souvent le gouvernement consulte dans un temps très contraint les collectivités concernées, et on s'interroge de savoir si le monde socio-économique, lui, est également saisi, ou si vous ne figurez pas encore pour l'instant sur le radar de ce type de consultation. Voilà, donc pour commencer, ce que je vous propose, je vous donne l'ordre et puis après je vous redonne la parole. On va commencer par la Guyane, ensuite Saint-Martin, Guadeloupe, puis Martinique. Donc je vais laisser la parole à la présidente de la commission aménagement du territoire et numérique et de la commission transport de la CCI de Guyane, Madame Joëlle Prévost-Madère. Madame, vous avez la parole. Si vous m'entendez, bien évidemment, je ne vous vois pas à l'écran, mais on vous voit connecté. Pour la Guyane, Philippe Cambril, directeur général. Madame Prévost-Madère est bien en ligne. Par contre, elle souffre d'une extinction de voix. D'accord, ben, prenez le relais, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune difficulté. Avec sa permission, je prends le relais. Donc, pour la Guyane, sur la partie bilan de l'organisation institutionnelle, nos constats et nos remarques sont les suivantes. Une multiplication, alors nous constatons une multiplication des appels à projets et le recours des appels à projets, ça se traduit finalement par une tentative de déclinaison systématique d'orientation et de priorité nationale sur le plan local, et c'est peut-être là qu'on a le plus de difficultés finalement à se positionner du fait de parfois le décalage entre les objectifs nationaux et la situation réelle du terrain. En ce qui concerne l'adaptation des normes, notre préoccupation, c'est quand même de souligner que parfois la norme poursuit un objectif qui est pertinent pour une situation, je dirais, standard, moyenne, mais qui peut être totalement contradictoire à la situation du terrain, et que parfois également le territoire poursuit un objectif, une stratégie de développement qui n'est pas au même niveau de maturation que d'autres, et que donc les objectifs poursuivis par une norme devraient pouvoir être par moments écartés ou en tout cas retenus. En ce qui concerne l'adaptation des normes, il nous semble que c'est tout à fait au niveau local de s'en charger, le tout bien sûr en co-construction avec l'État, mais avec un État local qui serait investi d'un réel pouvoir de négociation.
aujourd'hui, trop souvent, on le constate dans les processus de contractualisation des politiques publiques, les marges de manœuvre de l'État local sont relativement restreintes, les crédits sont extrêmement fléchés et on n'est pas sur de la contractualisation au regard des priorités du territoire, mais bien sûr comment on peut au mieux décliner les priorités qui sont sur la feuille de route du préfet. Voilà, en ce qui concerne la consultation lors des phases d'élaboration, il nous apparaît que c'est uniquement des consultations des parlementaires, que ce soit le Sénat ou l'Assemblée nationale, mais très rarement à d'autres niveaux. Voilà pour la Guyane. Merci, cher monsieur. Maintenant, nous passons à Saint-Martin. Je pense que le directeur général, monsieur Bataille, doit être connecté et vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette audition. Alors, la CCI de Saint-Martin, dans un contexte encore un peu particulier au sein des Outre-mer, puisque chambre territoriale d'une collectivité, celle de Saint-Martin, à statut particulier, article 74. Donc, un peu moins de 15 ans d'expérience de ce nouveau statut. D'un point de vue institutionnel, l'exercice des compétences de la collectivité ne s'est pas toujours accompagné des transferts de moyens, mais ça a été, j'imagine, dit par ailleurs. Ce qui est remarquable pour l'économie locale, c'est que finalement, les chefs d'entreprise ou les groupements socioprofessionnels et la CCI en particulier a dû s'adapter à ce changement institutionnel. On a inventé une nouvelle façon de faire du développement avec une CCI territoriale qui parle à la fois avec sa collectivité et qui parle aussi avec les services de l'État, notamment depuis 2017, le cyclone Irma, mais aussi progressivement et à travers la crise Covid, par exemple, les services de l'État se sont progressivement renforcés avec des unités territoriales dans les domaines de l'emploi, de l'entreprise, de la concurrence, aussi de la formation. Et donc, la représentation socio-professionnelle parle aussi bien avec sa collectivité qu'avec les services de l'État. L'ingénierie de l'État est présente, la collectivité se renforce et l'exercice des compétences se fait plutôt de manière progressive. Pour nous, il n'est pas question de renoncer à certaines compétences, mais il n'est pas non plus question d'en intégrer d'autres, puisqu'on est encore, presque 15 ans après, en train de consolider en termes de ressources humaines, en termes de financement et d'autres types de domaines. Le partage des compétences, pour nous, ici, il est très clair. Le sujet des normes, il a été évoqué. Vous savez qu'on a une frontière ouverte avec le pays Saint-Martin, Sint Maarten, qui n'est pas l'Europe, qui n'est pas un espace, qui est vraiment un pays tiers, on va dire, à l'Union européenne. Mais voilà, frontière ouverte, libre circulation des marchandises et des biens, libre circulation des travailleurs aussi, ce qui peut poser parfois quelques sujets déjà de commerce international, mais aussi de normes. On parle de normes de construction, par exemple. Vous savez que Saint-Martin est en reconstruction depuis 5 ans et la matière première du ciment, par exemple, a pu poser quelques difficultés en termes de disponibilité et de livraison. Et donc, on s'est posé des questions d'adaptation des normes de construction. C'est un exemple parmi d'autres pour accélérer ce processus. Un autre exemple que je peux citer qui est directement lié aux activités de la CCI actuellement, c'est comment on coordonne des filières métiers, par exemple le secteur de la pêche professionnelle. Pareil, peut-être une difficulté de lisibilité pour la collectivité territoriale de ce qu'elle peut faire, de ce qu'elle doit faire en cette matière. Et on se trouve confronté à une nécessité d'innovation réglementaire et peut-être législative à terme pour pouvoir organiser cette filière de la même manière qu'elle est organisée dans d'autres territoires de la France. Sur les sujets, accompagnement de l'État, je l'ai dit, ça se passe plutôt pas mal. Nous, on travaille beaucoup en groupe de travail, à la fois avec les services de l'État, de la collectivité et l'ensemble de la représentation socio-professionnelle. La CCI, je l'ai dit, la CCI de Saint-Martin est un établissement particulier donc qui est territorial et qui a l'ensemble des compétences
de chambres de métiers aussi et de chambres d'agriculture en plus de celles des chambres de commerce. Il n'y a pas eu d'incertitude particulière concernant le nouveau statut, l'évolution institutionnelle 74, article 74 pardon, de la Constitution. Par contre, ce qu'on a relevé, c'est que pendant les débats préparatoires, peut-être le secteur privé, le secteur économique n'a pas toujours été suffisamment consulté. Et voilà, depuis une quinzaine d'années, comme je vous le disais, on travaille de manière itérative avec l'ensemble des acteurs pour consolider ça. Ça n'a pas eu d'effet, on va dire, boost. Je pense que ça a été dit dans les propos introductifs. On ne se développe pas plus qu'une économie qui est dans une collectivité, dans un statut un peu plus traditionnel. Pour autant, la dynamique économique se met en place. Ce qu'on a peut-être pu noter, c'est des dépenses sociales qui ont probablement augmenté et une nécessité en fait d'avoir un atterrissage pour avoir des politiques économiques fiscales. Vous savez que la fiscalité est une compétence de la collectivité territoriale de Saint-Martin et qui doit se régler pour donner tout l'effet multiplicateur et tout l'effet entraînant d'une fiscalité économique sur notre territoire. Et enfin, sur les questions, on va dire, de progresser sur notre statut au niveau de l'Europe, on reste région ultrapériphérique. Le débat pays et territoires d'outre-mer reste ouvert depuis un certain temps, mais pour autant, il n'y a pas d'indice, si vous voulez, pour qu'on puisse aller plus loin dans ce processus, comme l'ont fait par exemple nos voisins de Saint-Barthélemy. Voilà, merci. Merci monsieur, je propose maintenant de partir pas très très loin, en Guadeloupe. Et c'est monsieur Vial Collet, le président, qui a la parole. Oui, bonjour à tous. Bonjour mesdames et messieurs. Je ne voudrais pas être redondant sur ce qu'ont dit les collègues précédents, parce que je constate qu'au final, il n'y a pas de grande différence en fonction des différents statuts des collectivités. Et je vais essayer de me concentrer sur quelques questions qui sont en addition de ce qui a été dit. Sur les compétences et l'adaptation des normes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas véritablement de capacité d'adaptation des normes. Et donc, on se retrouve à certains moments bloqué par l'incapacité de l'adaptation de nos normes par rapport à des situations de l'environnement proche géographique, c'est-à-dire tout ce qui se passe autour de nous et dont on aurait pu profiter, mais qui du coup n'est pas possible parce qu'on est dans des normes, je dirais, plutôt européennes. L'organisation des institutions, alors l'enchevêtrement de compétences, ça existe vraiment, surtout maintenant avec les agglomérations qui ont une compétence économique. Donc du coup, on se retrouve avec, pour ceux qui nous concernent, la région Guadeloupe qui a la compétence économique globale sur le territoire et avec d'autres communautés d'agglomération qui, elles, sont sectorisées géographiquement et qui, à mon sens, cette superposition nous a plutôt compliqué la tâche qu'autre chose, d'autant que chacun veut marquer son territoire. Donc, c'est pas si simple. Le rôle de l'accompagnement de l'État, en ce qui nous concerne, ça se passe très bien. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tant dans le fait que ça soit cadré, huilé. Ça vient beaucoup des relations que peuvent avoir le président de chambre avec le préfet et les différentes administrations entre elles font que les choses se passent bien et qu'au final, les chambres jouent le rôle qu'elles doivent jouer pour l'État, c'est-à-dire d'un établissement public qui peut amener des précisions, de la communication, dispenser les informations de l'État. Mais en tout état de cause, le préfet n'a pas les compétences, selon moi, d'adapter ou de déroger aux règles localement. Ou tout au moins, s'il les a, c'est assez superficiel. Voilà, je ne vais pas en rajouter plus. Alors, nous
pour finir, mais je crois que c'est dans le point 2, on a ces questions qui sont posées sur l'évolution institutionnelle de façon assez récurrente. À peu près toutes les décennies, ça revient. On a été amenés à se prononcer de façon différenciée selon les territoires, et on en est là où on en est aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé en ce qui me concerne. Merci, Monsieur le Président. Je propose maintenant de passer à la Martinique. Je crois que Monsieur Joc est en ligne, me semble-t-il. Si c'est le cas, vous avez la parole. Monsieur le Président. Président, votre micro est coupé. Oui, bonjour, messieurs les sénateurs. Bonjour, chers collègues. Sur le premier item concernant le bilan d'organisation institutionnelle, ce que nous pouvons dire à la Martinique, c'est que le rôle, la responsabilité de développement économique qui est confiée à la CTM ne pose pas de problème en soi. Toutefois, on regrette l'absence de co-construction entre l'État, la collectivité et les acteurs socio-économiques. De mon point de vue, c'est plus une question d'hommes que d'institutions ou d'organisation institutionnelle. Donc, comme le disait Patrick Vial-Collet, en fonction des relations que vous pouvez avoir avec les présidents des collectivités ou le préfet, le rôle des chambres est plus ou moins accru et plus ou moins important. S'agissant de la question des normes, oui, je crois qu'il y a un travail à faire sur l'évolution, l'adaptation des normes pour faire en sorte que nous soyons mieux intégrés à notre environnement géographique cordial. Il y a un travail qui est commencé notamment sur les normes de construction et de matériaux de construction qui nous permettraient d'avoir accès à des produits de la Caraïbe notamment ou de l'Amérique latine. Là aussi, la question que vous posez de savoir si il appartient à l'État ou à la collectivité de gérer cette adaptation des normes. Nous pensons, nous, à la Chambre de commerce et d'industrie de Martinique, que tant qu'il n'y aura pas d'organisme certificateur local, il vaut mieux que la compétence de l'adaptation reste à l'État. On reste ouvert à une adaptation locale, à condition qu'il y ait sur place des organismes certificateurs indépendants. Donc, c'est un point qui nous paraît essentiel. Et enfin, sur les consultations, nous sommes très, très rarement consultés ou alors dans des délais extrêmement contraints. Les mesures qui sont prises ou les consultations de l'État vers la collectivité ou la collectivité sur ses propres décisions, nous sommes acteurs économiques très rarement consultés. Voilà, je ne veux pas rajouter à ce que mes collègues ont dit, puisque nous partageons globalement l'approche sur le bilan des organisations institutionnelles dans nos territoires respectifs. Merci, Monsieur le Président. On va repartir maintenant sur les questions telles qu'elles s'enchaînent. Et moi, je serais intéressé à vous entendre sur la partie État. Alors, certains d'entre vous l'ont déjà évoqué. On va repartir à la CCI de la Guyane sur les moyens de l'État dans vos territoires respectifs au niveau de la déconcentration. Est-ce que vous pensez que ces moyens sont adaptés à votre contexte local? Est-ce qu'il faut, par exemple, assouplir les conditions dans lesquelles le préfet peut déroger tel que c'est prévu, ou adapter les règles à vos territoires respectifs au regard notamment toujours en lien avec le développement économique et vos champs d'intervention respectifs? Oui, donc pour la Guyane, hein, je confirme finalement que le préfet a des pouvoirs, mais qui sont malheureusement plutôt des pouvoirs sur le papier que des pouvoirs réels. Nous, il nous apparaît qu'il y a un fléchage, donc je le dis tout à l'heure, important des crédits, que le pouvoir du préfet ne sera fort que s'il a également la capacité d'orienter très fortement les décisions des services extérieurs ou le positionnement des services extérieurs de l'État. Ce qu'on a constaté, c'est que les réformes successives des services extérieurs, je pense au regroupement par exemple, au passage des DDE en DEAL et puis des DEAL en DGTM, qui ont regroupé les services extérieurs avec des
des cultures d'entreprises assez différentes, que ce regroupement finalement arrive à produire un peu de confusion et qu'on ne sent pas le préfet en capacité d'avoir toutes les marges de manœuvre pour mettre de l'ordre et faire en sorte que les services de l'État parlent d'une seule voix sur un même projet. Voilà, donc encore une fois, au niveau, et ça reprend le thème de mon propos précédent, au niveau de la mise en œuvre, notre sujet, c'est vraiment qu'on se rattache à un projet de développement partagé et que les capacités de négociation du préfet tiennent compte des orientations et de la stratégie du local. Donc le sujet, c'est aussi un sujet de l'attitude du préfet et des capacités du préfet à faire remonter finalement les grands axes de ce modèle de développement et donc de pouvoir déroger en fonction de ces sujets-là. Je vous dis par exemple, la Guyane, vous le savez, est un pays avec un très fort, un territoire avec un très fort taux de croissance démographique, essentiellement dû au volume d'immigration et à la rapidité de cette immigration, donc un pays en totale construction, et on se rend bien compte que sur ce pays-là qui a besoin de ressources et qui a besoin d'espace, s'interdire d'aller faire des recherches d'hydrocarbures alors que tous nos voisins trouvent du pétrole, y compris en grande proximité avec la Guyane, sont des choses qui nous paraissent difficiles. De la même façon, quand on a une croissance démographique énorme et qu'il nous faut construire toute la réglementation de limitation de consommation d'espace qui s'applique à la Guyane alors que le pays est en pleine construction et en pleine extension, nous paraît difficile à mettre en œuvre. Et puis, quand on rentre dans le détail, on se rend compte que bien là, les délais d'instruction d'une opération pour produire du foncier à vocation économique peuvent être extrêmement longs et il est parfois regrettable de constater qu'il y a bien une volonté préfectorale et de certains services d'aboutir et de produire l'opération, mais on a des blocages des blocages parfois insurmontables. On n'arrive pas à raccourcir les délais d'instruction, on n'arrive pas à avoir les réponses en temps et en heure, on n'arrive pas à coordonner l'action de tous les partenaires. Donc, il y a une question de contenu, il y a une question de méthode et il y a une question probablement d'état d'esprit. Je crois qu'il faut qu'on arrive pour être plus efficace à un fonctionnement en mode projet entre les services de l'État, des collectivités, en associant les chambres consulaires et notamment la chambre de commerce. Merci beaucoup. Monsieur Bataille, à Saint-Martin. Oui, merci. Alors, je me rends compte que j'avais déjà un peu répondu par avance, mais je vais redétailler un petit peu. Avec l'État, nos relations sont de plus en plus intenses, de plus en plus intégrées. Nos interlocuteurs sont représentés ici. Ce sont des unités territoriales des différentes directions qui peuvent se trouver en Guadeloupe, soit celle de la direction des entreprises. Nous, on parle aussi avec la direction de la mer et notre caractère interconsulaire aussi avec la direction de l'alimentation et de la forêt. On participe à des groupes de travail qui permettent de co-construire ou de co-construire la déclinaison des politiques publiques en matière de développement économique sur le territoire de la collectivité de Saint-Martin. La collectivité est elle-même associée à ces travaux. Je le disais dans nos échanges préalables avec les confrères les collègues de l'association des CCI d'Outre-mer. Avant, il y a quelques années encore, la CCI était peut-être la dernière consultée dans ces groupes. Aujourd'hui, on est parmi les premiers invités à travailler et à construire même ces groupes de travail en partenariat avec les services de l'État. Et un dernier exemple en date, en plus de nos rapports bien sûr obligatoires avec le contrôle de légalité et nos travaux dans le cadre du service public de l'emploi, on développe actuellement un observatoire de la commande publique, ce qui va permettre de rationaliser cette activité non seulement du côté des acheteurs. Je le répète, on est encore dans un contexte de restructuration et de reconstruction de nos infrastructures. Et puis aussi du côté des offreurs, du côté des entreprises, pour que la commande publique soit la plus fluide possible et la plus inclusive possible. Voilà, c'est un des exemples concrets de groupes de travail que nous, on arrive à
mettre en place avec les services de l'État, un préfet qui est de plus en plus à l'écoute du secteur privé et du secteur économique et qui s'appuie sur notre connaissance de terrain et sur notre position, voilà, un peu engrenage ou un peu cheville entre le monde politique, public et puis les entreprises. Tout secteur confondu. Merci. Merci, président de la CCI de Guadeloupe. Vous avez la parole. Oui, merci. Merci. Pour répondre à cette question, quelle est la capacité du pouvoir finalement normatif local et l'adaptation des normes et est-ce qu'on doit aller plus loin? Bon, je constate que d'année en année, les collectivités demandent la capacité de gérer un certain nombre de domaines à titre expérimental. Pour nous, en ce qui concerne les CCI et représentant le monde de l'entreprise, nous, on a envie de dire qu'il faudrait pouvoir adapter les normes sur ce qui constitue un véritable frein au développement économique. Vu de l'État centralisé, les normes toutes centralisées qui donnent une cohérence, bien sûr, à l'État dans le cadre du droit commun, avec une capacité de pouvoir, selon les perspectives, les développements économiques, adapter localement et qui se heurtent finalement à un pouvoir administratif de l'État où chacun garde ses prérogatives. Je vais prendre quelques exemples. Bon, nous sommes des petites îles, hein, donc une grosse partie du territoire et de sa capacité de développement économique se retrouve proche du rivage marin, que ce soit en mer ou très proche. Et de plus en plus, on se rend compte que développer économiquement tout ce qui est en rivage devient extrêmement compliqué, avec toutes les lois, alors là c'est carrément les lois, et avec une faible capacité d'adaptation des normes par le préfet, en cela dirigé par l'ADEAL, qui au final applique de façon extrêmement ferme tout ce qui est contrainte et obligation. Et pour donner encore un exemple plus précis, à la vitesse où ça va, on peut considérer que le développement économique d'hébergement proche du littoral va devenir totalement illusoire. Alors ça pose quand même un problème très sérieux, puisque indépendamment des risques qui peuvent être mis en avant, nous avons des compétiteurs dans notre espace régional proche qui, eux, arrivent, savent exploiter la proximité maritime, alors que nous, ça va être une contrainte. Il en est ainsi aussi de l'aménagement du littoral. Et on sent bien qu'il y a là un problème qui va se poser de notre capacité à pouvoir exploiter nos richesses. C'est un peu valable pour l'or en Guyane. Nous, on n'a pas d'or, on n'a pas de métaux précieux, on n'a pas de richesse naturelle intrinsèque dans notre sol. Donc, on voit, nous, en tant que chambre de commerce, des difficultés se profiler quand on contraint des normes appliquées à des petits territoires. Merci. Merci, Monsieur le Président. Maintenant, le Président Joc de la CCI de Martinique. Vous avez la parole, Président. Oui, sur les pouvoirs locaux, ou l'extension des pouvoirs locaux du préfet, je pense qu'aujourd'hui, l'administration, elle est plutôt bien coordonnée, en tout cas à la Martinique. On rencontre les mêmes difficultés qu'évoquées par le président Vial-Collet sur le point important de la DEAL et des fonctionnaires qui sont, pour certains d'entre eux, j'ose le dire, très proches de l'écologie punitive. Et donc, il y a peut-être en matière de pouvoir local plus d'adaptation, plus de possibilités à donner au préfet sur la coordination et certaines actions, notamment en matière environnementale et en matière de développement économique. On a aujourd'hui certains arbitrages à faire entre développement économique et
protection excessive de l'environnement ou principe de sécurité poussé à l'extrême. Je crois qu'il y a peut-être là à prendre en compte des considérations locales de façon plus intense. Mais en dehors de ça, je trouve que nos préfets successifs ont eu, en dehors de la période Covid, où effectivement les décisions étaient clairement prises ailleurs que sur notre territoire, en règle générale, le préfet, quand il est convaincu, arrive à convaincre l'administration centrale. Voilà ma position. Bonjour mes chers collègues, Président, Madame, Messieurs. Comment avez-vous perçu l'appel de Fort-de-France en mai dernier? Donc nous allons poursuivre dans le même rythme avec la Guyane en premier, Saint-Martin, la Guadeloupe et la Martinique, si vous le voulez bien. Oui, pour la Guyane, l'appel de Fort-de-France a été une satisfaction en ce que cet appel a été collectif, unanime et simultané. Et donc, ça a été une satisfaction de voir que tous les territoires ont pu s'exprimer d'une seule voix et tout à fait collectivement. Pour autant, cet appel, pour nous, ne fait que réaffirmer des diagnostics et des constats qui sont très très largement partagés et partagés de longue date. Reste quand même à trouver la méthode et à décliner et peut-être à permettre la différenciation quel cas hein, selon les territoires. La préoccupation aussi derrière l'appel de Fort-de-France, c'est que s'il y a un consensus extrêmement fort et extrêmement large sur la nécessité de faire évoluer le cadre et de faire bouger les lignes, ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une adhésion très forte à des modifications qui seraient l'introduction d'un changement statutaire que certains appellent de leur vœu, mais on est assez convaincu que ce mouvement vers une autonomie très marquée n'est pas aujourd'hui un courant majoritaire ni parmi les entreprises, ni parmi la population. Voilà ce qu'il en est pour cette question de l'appel de Fort-de-France. Monsieur Bataille? Oui, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'était cet appel, voilà, est dans la suite logique des moyens de manifester un certain nombre de malaises, alors, globalement d'un point de vue social ou sociétal. Bon, la question économique est citée en dernière intention dans la rédaction de cet appel, mais c'est peut-être pas volontaire. Ça revient à dire que effectivement le déploiement des politiques publiques, plutôt que de les dicter depuis un État central vers des collectivités, la Constitution le permet d'expérimenter, de différencier, et c'est des logiques qui seront plutôt de consultation de terrain pour construire la politique publique qui pourra s'appliquer sur le territoire, qui est recherchée dans le cadre de cet appel, et avec des ambitions, bien sûr, de réduction des inégalités derrière. Enfin, je ne vais pas redire la chose. Et il y avait un exemple auquel nous avions pensé ici. Vous savez que quand les politiques publiques sont déployées à coup d'appel à projet, et le collègue de la Guyane en a parlé tout à l'heure, finalement, ça rate, ça manque plutôt, la cible quand il est déployé sur les territoires. Et on l'a vu, par exemple, avec des choses qui concernaient l'ADEME, par exemple. Donc, positif pour ce qui nous concerne, en tout cas dans la démarche. Monsieur Vielle-Collet? Oui, alors, nous, c'est un petit peu particulier. Vous savez que nous avions eu à son époque l'appel de Basse-Terre. Donc, les capitales ont pour habitude de faire des appels, donc l'appel de Basse-Terre, l'appel de Fort-de-France. En cela, ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire d'imaginer que tout le mal développement des Outre-mer sont dus finalement
assez réducteur d'ailleurs en cela, à un problème lié à notre statut. Je vais prendre des exemples juste pour vous dire ce qui nous préoccupe de façon précise en ce moment, hein. C'est le fait de ne pas avoir d'eau. Je ne sais pas si c'est statutaire. Le fait au final d'avoir des sargasses qui nous posent d'énormes problèmes pour lesquels on aurait pu imaginer que l'État soit plus présent, tant les sargasses n'est pas un problème lié euh, à, aux collectivités, mais une dérive marine d'algues qui viennent nous polluer la vie et économiquement extrêmement difficile. Et donc, peut-être que ce que j'entends, hein, je ne me permettrai pas ici de vous donner mon impression personnelle, mais ce que j'entends des chefs d'entreprise, c'est qu'il y en a qui sont très favorables, d'autres très dubitatifs, et certains qui remettent les choses avec du concret. Est-ce que, par exemple, le changement de statut nous permettra d'être payés en temps et en heure les entreprises qui ont en Guadeloupe, 150 millions d'euros de dettes auprès des collectivités? C'est des questions extrêmement concrètes. Quels est finalement les obstacles qui sont statutaires et qui seront levés dès lors qu'on aurait une évolution de statut? Est-ce que cette évolution de statut s'accompagnera de la même solidarité nationale en ce qui concerne les politiques publiques? Autant de questions qui, ça me rappelle l'appel de Basse-Terre, où tout le monde se dit et pourquoi pas, et puis si vous demandez aux populations, ils resteront avec un vote attentif en se disant est-ce que c'est vraiment le moment? Donc je crois que finalement ça rejoint un peu les compétences, l'adaptation des normes, la capacité de gérer au plus près du territoire. Tout le monde se dit bien que le statu quo tel qu'il est aujourd'hui risque de poser quelques soucis. Et en même temps, tout le monde se dit que l'évolution statutaire n'est pas forcément la bonne réponse. Et c'est là que peut-être que le dosage, la méthode, la façon dont nous devons prendre le problème, est à mon avis non pas lié à un simple appel en disant finalement l'évolution de statut va régler tous les problèmes, mais de voir de façon méthodique quels sont pour les différents territoires qui ont déjà fait quelques avancées différenciées, avec des résultats qu'on peut mesurer, quels sont finalement les réels obstacles à notre développement économique et dans quel cadre juridique nous devons les faire évoluer. Je vous remercie. Monsieur Jacques? Oui, sur le point de l'évolution et de l'appel de Fort-de-France, nous nous posons la question à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique sur le timing. La collectivité territoriale de Martinique, c'est une jeune collectivité. Son format existe depuis à peine 6 années. Et on sait combien la mise en route d'une institution de cette nature peut être longue et compliquée. Sur la méthode, nous, on s'interroge aussi parce que la collectivité exerce des compétences qui ont été transférées au travers des habilitations, et je pense notamment à l'habilitation énergie, l'habilitation transport. On n'en a pas fait le bilan, et avant d'en faire le bilan, on demande des évolutions. Donc, nous sommes plutôt circonspects en disant faisons le bilan de ce qui a été déjà transféré comme compétences supplémentaires au travers des habilitations, et revenons vers la population, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de base nous permettant de dire qu'il est nécessaire de poursuivre dans cette direction sans avoir un retour d'expérience objectif. Et puis, Patrick Gracollet l'a dit, dans de nombreux domaines qui sont déjà de notre compétence, on n'a pas démontré notre efficacité. Nous avons des problèmes d'eau qui sont moins prégnants qu'en Guadeloupe, mais nous avons aussi des problèmes d'eau à la Martinique. La gestion des déchets, les transports, ce sont des compétences dont nous disposons de façon pleine et entière, et pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas démontré notre efficacité. Donc je me dis qu'il faut peut-être faire le bilan, examiner les véritables freins, et ils ne sont pas, de notre point de vue, uniquement institutionnels. Puis j'ai envie de dire que la loi 3DS permet aujourd'hui de mettre en œuvre des transferts de compétences. Exploitons-la jusqu'au bout. Et
puis on verra s'il faut aller plus loin. Je rappellerai qu'en 2002 et en 2010, les populations ont été consultées à la Martinique et que les réponses ont été plutôt claires. Et le fait de remettre sans cesse sur le tapis ces questions institutionnelles ne sont pas de nature à créer l'environnement serein nécessaire au développement économique. Je vous remercie. Justement, à la suite de cet appel Fort-de-France, le président de la République a lancé une feuille de route Renouveau pour les Outre-mer qui doit conduire dans 6 mois à un comité interministériel aux Outre-mer. Qu'attendez-vous de cette feuille de route? Que pensez-vous de la méthode et comment voyez-vous la concrétisation des objectifs annoncés par le ministre des Outre-mer sur la création de valeur et le développement des entreprises? Pour la Guyane, on est à la fois satisfait de la proposition et de l'ambition. Par contre, c'est pas la première fois qu'on participe à cet exercice. Et assez régulièrement, les attentes ne sont pas satisfaites. Je crois qu'il y a une très forte attente de lisibilité et de définition d'un modèle de développement pour la Guyane. Aujourd'hui, on a le sentiment en Guyane qu'on est un petit peu coincé avec toute une série d'interdictions et de protections, et notamment liées à des contraintes environnementales. On est conscient que le territoire de la Guyane occupe une place particulière dans l'équilibre, y compris mondial, du fonctionnement de la planète. Pour autant, ça doit pas être qu'une série de contraintes. Et aujourd'hui, notre sentiment, c'est que on n'arrive pas à savoir on n'arrive pas à trouver quel sera le cadre pour déterminer et valider les actions à mettre en œuvre au service d'un modèle de développement. C'est-à-dire que si on refuse de passer par une étape d'industrialisation qui, à notre sens, est quand même nécessaire sur un laps de temps relativement court, alors il nous faut décliner comment on va inscrire la Guyane dans une dynamique d'innovation et des applications de ces innovations au service de l'économie. Or là, on se rend compte qu'on avance très très lentement sur les retombées de la biodiversité guyanaise et de la mise en application locale. Donc on est à la fois sous un régime d'interdiction et en même temps sous un faux rythme ou une absence de rythme dans le déblocage de politiques d'innovation. En clair, cette feuille de route, pour nous, c'est à la fois un espoir et ce sera une déception si on n'arrive pas, à travers la feuille de route, à avoir des actions concrètes au service d'un projet de développement qui décrit finalement le chemin. Oui, alors même constat de la part de la CCI de Saint-Martin, je vais pas répéter. Dans la feuille de route, la concertation évidemment est importante, mais il est bien noté que l'État s'appuiera très fortement sur les collectivités et donc sur les acteurs du terrain, ce qui est plutôt une bonne idée. Pour autant, on revient aux questions de moyens en termes de finances, en moyens en matière d'ingénierie, pardon. Voilà, la question continuera à se poser. Et si effectivement le modèle de développement global, en tout cas les grandes pistes, ne peuvent pas être décrites, on aura beaucoup de mal à entretenir ce comité interministériel, ou en tout cas à le nourrir ou à l'alimenter. Il y a une chose qui tient spécifiquement à la CCI de Saint-Martin, c'est que nous, on s'engage sur des voies de diversification de l'activité économique, parce qu'on l'a vu, moi je partage l'idée d'une activité touristique motrice de tout le développement. Pour autant, on l'a vu après le cyclone et on l'a vu pendant et après le Covid, la nécessité de pouvoir lisser ces chocs sur d'autres secteurs de l'activité économique est très importante pour nous. Et là, ça va être un travail, on va dire, de terrain avec notre collectivité, sous l'arbitrage ou
la bienveillance des services de l'État, à condition, encore une fois, de trouver des leviers de financement. Et y compris dans le cadre de France 2030, la feuille de route indique que les financements seront encore à rechercher pour les collectivités et les opérateurs économiques. Merci. Je vais essayer de répondre à votre question, elle n'est pas facile. Depuis une décennie, nous entendons de la part du gouvernement, quel qu'il soit successif, quelle que soit sa sensibilité, des mots qui nous interpellent. Hein. Le mot autonomie est quelque chose qui devient de la part de nos ministres en charge, si je parle du ministre de l'Outre-mer ou même d'autres, qui n'est plus un tabou. C'est-à-dire qu'on avait eu l'habitude, par un président précédent, d'avoir le statut à la carte, faisant espérer ainsi que la France, surtout celle qui est très éloignée, plus on est éloigné, plus on a droit à un statut plus ou moins encarté, j'ai envie de dire, comme si l'unité de la France pourrait se faire à travers des statuts différenciés de toutes les régions françaises. Et là, c'est là qu'on touche à un moment donné peut-être le fait de l'adaptation au plus proche du terrain. J'ai quand même ce sentiment que ce n'est pas le statut qui est en cause, mais les modes de gestion à l'intérieur du territoire, et que de vouloir répondre en permanence avec des évolutions statutaires me semble être pas tout à fait conforme avec l'unité de la France. Le gouvernement va loin, puisque M. Darmanin lui-même dit qu'on pourrait profiter de la fenêtre de tir de la réforme constitutionnelle en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir trouver des nouveaux statuts dans l'outre-mer. On voit bien là que le gouvernement ouvre une porte qui peut nourrir quelques espoirs. Moi, je voudrais simplement vous dire la chose suivante. Il y a un mal développement en outre-mer. Nous avons des populations qui sont plus pauvres que dans l'Hexagone, puisque le revenu moyen y est inférieur, les salaires moyens y sont inférieurs. Tout ça nourrit des espoirs d'un meilleur développement. Et bien sûr, quand ces populations, on leur dit que c'est le cadre institutionnel qui crée ce mal développement, ils ont envie d'y croire. Alors, les chefs d'entreprise sont un peu différents parce que nous sommes un peu plus pragmatiques. Et l'observation que nous faisons aujourd'hui, et c'est un problème de méthode, puisque je veux revenir à la question que vous m'avez posée, la méthode, c'est qu'on a la chance ici d'avoir des collectivités qui ont fait un choix différencié, partant cela de la Réunion, en passant par la Guadeloupe, la Martinique, la Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec des capacités différentes. Je rappelle que Saint-Barthélemy a été le plus loin possible tout en restant par rapport à Saint-Martin qui n'a pas cette capacité d'adaptation puisqu'elle prélève un droit de quai, donc un droit de douane, renonçant finalement à certaines aides qui sont européennes. Nous, on a envie dans la méthode de faire un inventaire finalement de toutes ces différenciations, de les mesurer économiquement dans la capacité qu'ont donné à ces différents territoires l'efficacité économique, puisque nous sommes, nous, purement dans l'économie. De voir si c'est finalement ce droit commun que certains ont par rapport à d'autres n'a pas conduit à des différenciations de solidarité nationale. C'est-à-dire que finalement, on a plus de pouvoir, mais moins de moyens. Alors moi, si vous me donnez plus de pouvoir et moins de moyens, je saurais peut-être faire un peu mieux, mais de là à tout compenser, ça risque d'être difficile. Et donc, moi, je crois qu'il faut véritablement, dans cette méthode, qu'on y aille pas à pas, qu'on regarde bien, qu'on puisse cibler. Et je vois souvent qu'on revient les mêmes problèmes, que ce soit à Saint-Barth, Saint-Martin, etc. C'est notre capacité avec la DEAL de pouvoir adapter notre développement économique qui tourne autour d'un certain nombre de contraintes extrêmement difficiles à appliquer dans nos territoires. On aurait terminé. Monsieur Jacques ?
Oui, sur la méthode, je pense que faire un état des lieux, comme le propose aujourd'hui le gouvernement, et puis après faire des propositions concrètes, ça me paraît la bonne méthode pour avancer. Mais on a connu les assises des Outre-mer. Avant ça, on a eu, ça porte un autre nom. On a l'habitude des grandes rencontres et des grandes messes au cours desquelles nous sommes consultés. Et puis, au final, il n'en sort pas grand-chose. Donc, euh, on reste dubitatif. On se dit qu'il faut effectivement faire l'état des lieux, il faut faire des propositions concrètes et voir dans quelle mesure ces propositions concrètes seront reprises. Mais ce qui est important, de notre point de vue, à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, c'est que le projet de développement soit co-construit. Et une des propositions du ministre qui consiste à dire que les plans de convergence, même s'ils doivent changer de nom, seront à la fois co-signés par l'État et les collectivités, mais aussi les acteurs économiques, ça nous paraît aller dans le bon sens. Il faut qu'effectivement les réflexions en matière de développement prennent en compte l'avis des acteurs économiques. On le voit bien, nous, nous serons consultés sur ce projet de renouveau, on sera certainement associés, nous sommes déjà associés à quelques réflexions, mais ce qu'il faut, c'est qu'au final, les décisions soient co-construites et que notre avis sur les domaines que nous maîtrisons les mieux soit pris en compte. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Ces débats institutionnels à propos d'une éventuelle révision constitutionnelle sur vos territoires, a-t-il créé, selon vous, une angoisse, une instabilité défavorable aux anticipations économiques, ou au contraire, cela ouvre-t-il des perspectives de développement? Alors, pour la Guyane, à rappeler on a eu en 2017 des mouvements sociaux très importants avec des blocages très longs de la totalité de la région Guyane, et qu'à l'issue de ces blocages, on a développé à la fois des accords de Guyane et un dispositif de suivi de ces accords de Guyane. C'est tout ça pour dire qu'on est depuis 2017 dans une dynamique d'examen et de changement et de volonté de faire bouger les lignes. Pour autant, concrètement sur le terrain, les résultats des accords de Guyane sont relativement contrastés, mais à côté de ça, ça a permis aussi de mobiliser et d'avoir une partie très active de certains héritiers de ces accords de Guyane. Donc je pense à des collectifs qui ont persisté après 2017, qui aujourd'hui sont à la manœuvre sur la question du changement statutaire. Tout ça pour dire qu'on a un monde économique qui a subi beaucoup plus les accords de Guyane qu'il n'en a pour l'instant tirer les avantages, et que par contre on a développé un groupe un petit peu actif sur le changement statutaire. Alors la question du changement statutaire aujourd'hui, elle a été actée par le Congrès des élus, donc on y travaille. Les travaux en cours auxquels participe la CCI ne se consacrent exclusivement qu'à la dimension institutionnelle. Ça veut dire que on ne se pose pas les questions des objectifs poursuivis, ni des contenus des politiques publiques qu'il faudra mettre en œuvre demain. Alors, sur ce débat constitutionnel, on a des entreprises qui aujourd'hui se disent, bon, ce truc-là, c'est illisible, on ne sait pas trop ce qui va en sortir, et puis de toute façon, parti comme c'est parti, ça ne sortira jamais. Et donc, on a cette espèce de risque, selon nous, d'un décalage entre finalement des travaux qui avancent à bas bruit et qui ne portent que sur des aspects, je dirais, quasi mécaniques d'un fonctionnement d'un territoire, et des acteurs économiques qui sont pris par leurs difficultés du quotidien et qui regardent avec beaucoup de distance finalement ce qui est en train de se jouer. Alors, le vrai risque, selon nous, c'est que à un moment donné, quand il s'agira de se prononcer sur la loi organique, eh bien, on arrive à des blocages relativement forts. Pour ce qui concerne Saint-Martin, comme je le disais tout à l'heure, la représentation socio-professionnelle du secteur économique de manière générale n'avait pas été associée aux travaux d'évolution institutionnelle, en tous les cas pas directement et pas pour construire
pourrait être le modèle économique de cette nouvelle collectivité. Les chefs d'entreprise, bon, bien sûr, eux sont pris dans leurs actualités respectives et dans les difficultés commerciales, concurrentielles, des questions de prix, des questions d'achat, des questions de trésorerie qui sont finalement très indépendantes de cette évolution. Il y a quand même quelques aspects sur lesquels on n'a pas totalement transformé l'essai. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Premier exemple, c'est cette carte judiciaire qui fait que on va dire la juridiction commerciale qui aurait pu suivre cette évolution statutaire pour la collectivité n'a pas évolué et le registre du commerce et des sociétés reste hébergé par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre. Et deuxième exemple, la justice prud'homale qui est aussi encore sur le territoire de la Guadeloupe. Donc, c'est pas une incertitude, si vous voulez, mais c'est une forme d'absence de lisibilité complète de ce que pourrait être la transition totale et définitive en matière institutionnelle. Alors, bien sûr, toutes les questions de justice sont évidemment régaliennes. Pour autant, on construit ici physiquement des organisations, on appelle ça ici une chambre détachée, qui se transformerait en un tribunal de proximité où l'ensemble des affaires pourraient être jugées, ou en tout cas instruites. Mais si vous voulez, c'est ça qui manque peut-être dans ce débat. En tout cas, si on devait nous encore aller un petit peu plus loin, et comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas question, et ça a été vu avec la collectivité territoriale, de renoncer à certaines compétences ou d'en demander de nouvelles, comme les collègues qui sont autour de la table aujourd'hui, pas après avoir fait une juste évaluation et un juste inventaire. Et nous, on a, encore une fois, 15 ans de recul sur ces affaires-là. Oui, merci. Alors, l'incertitude des populations, pas vraiment, leurs préoccupations sont ailleurs. Mais je pense que le moment, si ça devait se faire, je ne sais pas quelles vont être les modalités, si elles seront consultées ou pas, elles donneront leur avis. Concernant le monde des affaires, beaucoup plus préoccupé par les troubles publics, le niveau comment dire, de la délinquance, les crimes, le trafic de drogue, que de l'évolution institutionnelle, qui est quelque chose qui, quelque part, est rythmé, comme l'a dit le président Philippe Joc, par des questions qu'on nous pose à peu près tous les 10 ans. Donc, bon, je pense que le monde des affaires a pris note de cette volonté des élus d'avoir plus de pouvoir pour essayer de résoudre les problèmes, donc plus proche du terrain. Donc, je ne crois pas que ça soit véritablement une vraie question, mais j'entends de plus en plus de... Alors ça, c'est juste ce que je vois autour de moi. J'entends de plus de personnes du monde des affaires qui me demandent, qui disent, bon, ça va être un peu inéluctable, et qui se demandent dans quel contexte cela va être fait. Est-ce qu'il y aura une réécriture des articles 73, 74? Comment les populations vont-elles être concernées? Comment tout ça va évoluer? Donc, c'est pas, à mon sens, c'est pas quelque chose qui va faire fuir les investisseurs ou qui va priver de lisibilité les investisseurs actuels dans le cadre de leurs investissements, qui sont plus préoccupés par la lourdeur administrative liée à notre capacité d'investissement qui est de plus en plus longue et aux phénomènes sociaux dont ils sont très inquiets et à une conjoncture internationale dont chacun d'entre nous, et bien au-delà de la France, est totalement préoccupé et pour lesquels on est nourri tous les jours d'informations assourdissantes.
La préoccupation des chefs d'entreprise est celle que vient d'évoquer Patrick Galgolet, le président Galgolet, c'est contexte inflationniste, crise économique, pas beaucoup de visibilité. Donc il y a déjà des incertitudes et on a le sentiment qu'on veut rajouter une incertitude aux incertitudes que nous connaissons. Mais comme en Guadeloupe, les chefs d'entreprise considèrent que cette évolution est inéluctable, il y a une volonté des élus, une volonté politique très forte d'aller vers plus d'autonomie et on se prépare tranquillement à ces évolutions. Après, est-ce que d'autres acteurs économiques venus de l'extérieur investiront chez nous? C'est une question qui peut se poser. Euh, les acteurs locaux sont déjà là et continueront à investir, et continueront à jouer leur rôle. Mais est-ce que reposer de façon permanente ces questions en les liant à un mal développement, est-ce que ça fera venir des investisseurs hexagonaux ou de la Caraïbe? Je n'en suis pas certain. Voilà, c'est le retour que j'ai des acteurs économiques de la Martinique. En Martinique et en Guadeloupe, le Congrès des élus a engagé des travaux depuis plusieurs mois. Y êtes-vous associé? Et dans la négative, comment pourriez-vous être davantage associé en tant qu'acteur économique? Monsieur Vielle-Collet. Oui, alors je vois qu'on passe directement à moi, parce que les autres ne sont pas directement concernés par le Congrès. Bon, c'est une forme de réflexion qui a été initiée il y a peut-être une dizaine d'années déjà, puisque le Congrès se réunit en Guadeloupe à l'initiative d'un des deux présidents de région ou du département pour parler d'un certain nombre de préoccupations, dont les évolutions institutionnelles. On y est. Alors, il y a un problème de méthode dans le cadre de l'association des forces économiques, mais il y a un problème de méthode tout court. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas convaincu, même si le but, c'est au final de trouver un cadre institutionnel qui soit plus adapté au développement économique et social de nos populations, donc partant de bons sentiments. Je ne suis pas convaincu qu'on ait mis bien tout à plat, qu'on ait observé ce qui se passe autour de nous pour voir si véritablement c'est plus efficace. Et moi, je reviens toujours, et je le dis aux autres, hein, nos amis présidents de chambre, on doit faire des retours d'expérience. On a la chance aujourd'hui d'avoir une collectivité unique à la Martinique, qui est différente de nous, puisque nous avons toujours région-département. Pendant longtemps, j'ai entendu dire que le gros problème, c'était qu'on avait deux collectivités avec un enchevêtrement de compétences. Donc, avec beaucoup d'espoir, je regarde l'efficacité martiniquaise dont le président Job pourra nous parler, mais je regarde, je ne fais pas de procès d'intention, hein, j'observe. J'observe avec Saint-Martin comment tout ça fonctionne, Saint-Barthélemy et d'autres, hein, c'est plutôt pour le bassin atlantique, hein, puisque je me prononcerai moins sur l'autre bassin pacifique parce qu'on est moins directement concerné. Mais moi, mon sentiment, c'est que je n'ai pas eu l'impression que le progrès soit significatif, suffisamment lisible et qui mériterait qu'on s'y engage de façon, comment dire, pour trouver finalement des réponses à notre problématique. Et c'est peut-être là que ça devient compliqué, quoi. Et qu'au final, avant, on n'avait aucune expérience. Maintenant, on a quelques lisibilités, on a des retours d'expérience. Et on peut se dire, à travers tout ça, comment ça fonctionne. Et donc, oui, on est associé. Oui, on est invité. Oui, nous avons des contacts assez proches avec les différents présidents des collectivités. La question aujourd'hui qui se pose à nous, c'est quel est le meilleur statut, quels sont les meilleurs domaines de compétences, où doit-on exercer la compétence la plus proche, qu'est-ce qu'on doit simplifier pour qu'au final, l'entreprise puisse permettre de créer plus de richesses, plus d'espoir, plus d'emplois pour nos populations. Je rappelle que le taux de chômage
même si je pense qu'il y a quelque chose qui m'interpelle parce qu'on a plus de 25% de chômage, 28%, et pour autant, les entreprises ont extrêmement de mal à trouver du personnel pour travailler. Donc, ça pose quand même un souci majeur dans les Outre-mer. Vous avez remarqué que j'étais un peu le seul à parler des deux collectivités qui se réunissent autour, puisque nous avons ce contexte singulier par rapport à tous mes collègues qui sont ici, d'avoir encore une région et un département comme ça l'est à La Réunion. Nous, à la Martinique, le Congrès n'a pas associé les acteurs économiques aux travaux. Il y a une commission ad hoc de ce Congrès qui est chargée de faire le bilan et qui a auditionné les acteurs économiques. Mais s'agissant du Congrès lui-même, nous n'y sommes pas associés. Donc, je peux difficilement... je le regrette, hein, parce que le Congrès pourrait être l'occasion de co-construire ce projet de développement que nous attendons depuis de nombreuses années, hein, et pas seulement s'arrêter aux évolutions institutionnelles, mais nous n'y sommes pas associés. Je vous remercie. Le Congrès des élus s'est réuni aussi en Guyane au mois de mars. Est-ce que M. Cambril pourrait nous faire un retour de l'expérience? Les acteurs économiques ont-ils été associés à ce congrès? Alors, oui, alors les acteurs économiques, la Chambre de commerce participe en tant que partie prenante donc aux travaux, au congrès, c'est surtout les élus qui s'expriment. Le sujet pour la Guyane, c'est vraiment cette focalisation aujourd'hui sur des questions strictement institutionnelles. Les travaux préparatoires ont à un moment donné fait un raccourci extrêmement fort et plutôt tactique, hein, qui consiste à dire, écoutez, changeons le statut et vous verrez que le projet viendra tout naturellement une fois qu'on aura levé les verrous statutaires. Et ça a été présenté de telle façon que finalement, il n'y a pas franchement eu de débat sur ces questions-là. Donc aujourd'hui, on a un congrès qui au final, est parti sur cette base-là. Et donc, la question des contenus n'est pas encore à l'ordre du jour. Et on travaille un peu curieusement à valider des choses ou à réfléchir à ce que serait la proposition d'organisation institutionnelle de la Guyane, sans pour autant mener clairement, trancher clairement un certain nombre de questions qui vont être fondamentales et travailler ensuite à comment elles pourraient se décliner. Alors, parmi les questions qui sont fondamentales, c'est quelle position on aura vis-à-vis de l'immigration et de ce qu'elle alimente l'économie informelle, quel équilibre on trouvera entre l'exploitation de nos ressources, l'industrialisation et la protection du territoire. Quelles règles du jeu sur la répartition des terres, puisque plus de 95% du territoire appartient à l'État et que l'État s'est engagé à les restituer, mais on ne sait pas plus comment les choses vont se faire. Ces questions-là n'étant pas posées, parce que si elles étaient posées a priori, ça aurait tendance à faire exploser les consensus à minima sur le changement institutionnel, donc on les évite, et ce qui fait qu'au final, on est sur quelque chose qui ne traite que d'un aspect, je dirais, quasi droit constit, du sujet. Pensez-vous alors qu'il faille inscrire dans la Constitution un principe de co-construction des politiques publiques outre-mer dans des domaines demeurant de la compétence de l'État, voire celles qui seraient transférées aux collectivités? Comment ce principe, selon vous, pourrait se traduire dans le respect des compétences de chacun? Alors, il nous semble que cette question que cette proposition de la co-construction, ou de ce principe, est un principe tout à fait nécessaire et pertinent. Pour autant, les ambitions ne porteront leurs fruits que si on arrive à faire référence aux projets de développement et aux contractualisations qui ont été prises en déclinaison de ce projet. C'est-à-dire que le principe tel quel, mais si on ne l'adosse pas à un document d'orientation
inscrit dans la durée, largement partagé, qui sert de règle du jeu à chacun, ça va manquer d'efficacité. L'autre sujet sur les questions de co-construction, c'est qui est autorisé à apporter sa pierre. Et là, encore une fois, il faut que les acteurs économiques, la voix du monde économique, soient représentés et soient prise en considération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'évoque que des problèmes sociaux dans une Guyane où il y a 40% d'économie informelle, c'est clair qu'à un moment donné, la voix du monde économique doit être entendue autant et voire peut-être à part égale avec celle des collectivités. Aujourd'hui, on a des élus qui arrivent à défendre des positions qui consistent à dire, écoutez, l'informel, c'est un mal nécessaire parce qu'il y a tellement de pauvreté et la situation est tellement grave que je ne peux pas m'attaquer à l'informel sous peine de déstabiliser complètement ma société, ma population. Bon, d'un point de vue économique, c'est pas entendable, c'est-à-dire que la trajectoire qui est la nôtre, on voit que l'informel prend des proportions de plus en plus grandes et que le phénomène s'accélère. À terme, ça condamne la totalité de l'activité économique de la Guyane et c'est la mort des entreprises guyanaises. Donc, à un moment donné, il faut que dans ces questions de co-construction, on fasse référence à des sujets de fond qui doivent être posés en amont et qu'on fasse référence à des contractualisations qui sont posées. Et encore une fois, le point de vue du monde économique doit être largement considéré. Pour ce qui concerne la CCI de Saint-Martin, comment dire, la Constitution offre déjà un certain nombre d'outils législatifs qui permettent, on l'a dit tout à l'heure, la loi 3DS qui permet d'expérimenter, de différencier, etc. La co-construction, encore une fois, elle est inscrite dans la Constitution française et le sentiment qui peut être exprimé ici au stade de cette discussion, c'est de se demander si la décentralisation telle qu'elle est menée aujourd'hui en France n'est pas un peu, je vais employer un terme peut-être un peu fort, mais n'est pas un peu complexée. Si on regarde, par exemple, d'autres pays d'Europe pour lesquels la décentralisation est allée beaucoup plus loin et où les régions ont ou les collectivités territoriales, mais bon, des régions au sens européen du terme, ont des pouvoirs normatifs relativement importants, et ce qui permet de répondre à des enjeux de territoire directement tangibles et directement contrôlables par des exécutifs locaux qui bien sûr rendent compte, mais qui peuvent adapter au plus juste aux réalités de leur territoire. Donc c'est ça, la République française est décentralisée, mais au sens peut-être des Outre-mer, mais c'est peut-être le cas aussi dans d'autres régions de France, avec encore un pas supplémentaire, peut-être décomplexer ce processus d'exercice des compétences au niveau territorial et le plus territorial possible. La co-construction, bon, en réalité, sur le plan purement institutionnel, cadre juridique, bon, on a des avis à donner, on est consulté, mais bon, chacun dans son domaine de compétence exerce son pouvoir, et donc on n'est pas complètement associé, j'ai envie de dire, dans la décision, et c'est tout à fait le fonctionnement normal des institutions. En revanche, ce qu'on voit quand même, et ça c'est peut-être en fonction des relations des uns et des autres avec vos différentes institutions, c'est que quand ça touche au secteur économique, la Chambre de commerce de Guadeloupe est largement consultée et on peut... Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. On participe à cette construction, mais il n'y a pas de cadre. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a un cadre de consultation. On va donner notre avis et
et puis par la suite, il sera suivi ou pas. J'ai envie de dire une chambre, entre guillemets, hein, une chambre qui va être consultée sur les questions économiques parce qu'on a une expertise. Et donc, logiquement, cette expertise est mise à profit. En revanche, on n'a pas véritablement, comment dire, un cadre où on doit se réunir, par exemple, je sais pas, tous les trimestres pour aborder des thèmes bien précis sur l'économie. On n'a pas de réflexion stratégique sur une vision économique qui soit co-signée dans un document. Hein. On va faire fonctionner les instances dans lesquelles on doit être consulté. Et donc, je pense que notre capacité de co-construire vient plus de notre relation de proximité avec ceux qui en ont la charge que le cadre. Pour la Martinique, ce que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, il faut que les politiques publiques outre-mer soient co-construites entre l'État et les collectivités, mais aussi les acteurs économiques. Je partage le point de vue de mes collègues présidents de chambre de commerce. Je ne sais pas s'il faut l'inscrire dans la Constitution ou si simplement, au moment des contrats de convergence, quel que soit le nom qui leur sera donné, il y ait une vraie association des acteurs économiques à ces contrats. Moi, je prends l'exemple de la Martinique. J'ai moins de chance qu'en Guadeloupe. La préparation du programme opérationnel européen, les acteurs économiques n'y ont pas été associés. Et quand on sait le poids et l'importance des fonds FEDER dans le développement, enfin FEDER et autres, hein, les 4 fonds qui sont gérés par la collectivité, quand on sait l'importance de ces fonds de développement économique, que les élus n'y associent pas les acteurs économiques, mais ce n'est pas seulement maintenant, c'était déjà vrai lors de la mandature précédente, ça pose question. Donc, est-ce que c'est un problème constitutionnel? Est-ce que c'est un problème de relation? Est-ce que c'est un problème d'homme? Est-ce qu'il faut l'inscrire dans la Constitution? J'en sais rien. Mais ce qu'il faut, indiscutablement, c'est que le projet de développement de nos territoires soit co-construit. Et ça emporte à la fois la position de l'État, la position de la collectivité majeure, des collectivités locales et des acteurs économiques. C'est ensemble qu'on arrivera à régler ces problèmes de mal-développement que nous connaissons depuis des années. Si on ne travaille pas sur l'éducation, sur la formation, si on n'a pas cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, nous aurons toujours ces niveaux de chômage élevés avec des emplois qui sont non pourvus. On a de vraies problématiques à résoudre collectivement et je ne sais pas à quel niveau il faut inscrire cette co-construction. En tous les cas, il faut qu'elle soit effective. C'est mon point de vue. Je vous remercie. Justement, je vais rebondir. On évoque souvent le manque d'ingénierie dans les territoires. Vous avez tout à l'heure évoqué les problèmes d'eau, des problèmes du quotidien pour lesquels les habitants attendent des solutions et des réponses. Et souvent, on parle de problèmes d'ingénierie. Est-ce que dans les structures de l'économie des sociétés qu'il y a ce problème, vous le déplorez et que pensez-vous de développer? Vous avez parlé de formation, mais justement de rapprocher des formations au plus près des territoires, à savoir une école d'ingénieurs par bassin. Pensez-vous que cela puisse être réalisable dans chaque bassin ultramarin? Alors pour la Guyane, effectivement, on est à tout point de vue touché par ce manque d'ingénierie. Je crois qu'on travaille dans deux directions. C'est essayer de garder un minimum d'outils pour compenser le manque d'attractivité du territoire et faire en sorte que des compétences qui sont absentes puissent arriver de l'extérieur. Mais surtout, c'est s'inscrire sur un dispositif de formation et de qualification. Alors, en cela, les chambres de commerce, et en tout cas la chambre de commerce de la Guyane, est tout à fait active. Donc, on développe des filières. On est suffisamment souple pour construire les filières avec les besoins des entreprises. Et en ce qui concerne les qualifications, on est tout à fait partant et disposé à
est disposé à y travailler, notamment sur des niveaux ingénieurs, comme vous l'évoquez. L'autre aspect qui nous paraît aujourd'hui important, c'est finalement un petit peu un défaut de mutualisation ou un défaut de capacité à mutualisation. Alors c'est vrai en ce qui concerne les collectivités entre elles et les collectivités avec l'État. On se dit que il manque du personnel, il manque des compétences et des qualifications un petit peu partout. On a un paysage à trous et curieusement chacun reste un petit peu isolé, alors que en fonctionnant en mode projet et avec une logique de mutualisation, on arriverait probablement, pour un certain temps en tout cas, à compenser un petit peu ce manque de mutualisation. Alors, on a aussi aujourd'hui une ouverture qui peut-être donnera des résultats et qu'il nous faut regarder avec les contractions de l'économie du spatial. Un certain nombre d'entreprises très pointues avec des compétences tout à fait en pointe sont aujourd'hui, enfin arrivent aujourd'hui à dégager des marges de manœuvre pour se consacrer à d'autres sujets que des sujets spatiaux. Donc là, l'enjeu est de savoir finalement si on arrivera à mobiliser ces compétences au service du territoire ou si les entreprises du spatial qui auraient un chiffre d'affaires aujourd'hui trop réduit finiraient par quitter le département. Donc la formation, c'est la solution d'avenir. Entre-temps, il y a des solutions temporaires qu'il nous faut mettre en œuvre et qui aujourd'hui peinent à se développer. Pour Saint-Martin, même sujet, un taux de chômage très, très important, notamment chez les jeunes et chez les femmes, et pour autant des difficultés pour les entreprises à recruter. Donc on a un stock environ de 5000 demandeurs d'emploi en permanence sur le territoire. La CCI, comme je le disais tout à l'heure, travaille au sein de groupes de travail avec la collectivité, la représentation socio-professionnelle, les centres de formation, les CFA. On est de plus en plus actifs aussi sur le volet de l'apprentissage et on organise le plus régulièrement possible des rencontres très, très opérationnelles entre des demandeurs d'emploi qu'on aura préparés et puis des offreurs, hein, des entreprises qui sont prêtes, elles, à recruter, qui, pour la plupart, pour en avoir discuté avec dans certains secteurs, notamment dans le bâtiment, mais aussi dans les métiers du nautisme de manière générale, qui n'ont pas de problème de trésorerie et qui n'ont pas de problème pour embaucher, mais qui se trouvent face à un manque de main-d'œuvre très important. Et alors, on a aussi, nous, un problème de timing qu'on a relevé dans le cadre des réunions du service public de l'emploi. C'est que les grands chantiers que j'évoquais tout à l'heure de reconstruction qui continuent avec là 2 nouveaux collèges, plus un centre culturel, plus un plateau d'activités nautiques, on a des entreprises, mais on n'a pas de professionnels spécialisés dans tel ou tel type de métier du bâtiment qui sont tout de suite formés et qui sont tout de suite aptes à travailler. Ils sont en train d'être formés, mais on va avoir un petit décalage dans le temps qui sera plus compliqué à réduire, mais qu'on s'attache à faire. La CCI, elle est aussi sur des programmes de formation supérieure. Alors ici, on n'a pas d'offre directement et on profite évidemment de nos îles voisines pour mutualiser des formations universitaires. Ce qu'on a réussi à faire cette année, c'est de pouvoir proposer un cycle certifiant avec HEC Paris qui a formé 12 chefs d'entreprise à une haute, on va dire, une formation à haute qualité managériale, on a appelé ça comme ça, qui permet de professionnaliser la fonction de chef d'entreprise et de professionnaliser à haut niveau l'ensemble des fonctions d'une entreprise, management, RH, gestion commerciale, gestion financière, et aussi embrasser l'ensemble des enjeux de responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et on va continuer dans ce rythme-là avec d'autres grandes écoles sous des formats hybrides. Et là, on arrive, si vous voulez, à la fois, ce que je le disais tout à l'heure,
des formations, on va dire, pas de base, mais des formations pour remplir les besoins en main-d'œuvre opérationnelle sur des travaux, sur des grands marchés de travaux, mais aussi des professions intellectuelles qu'on peut aussi développer de cette manière-là. Et on essaye de réduire ce gap entre, je le disais tout à l'heure, 5000 demandeurs d'emploi quasiment permanents et puis des besoins en main-d'œuvre très tendus de la part des entreprises. Merci pour juste utiliser mon temps pour ne pas être redondant avec mes collègues. J'aimerais juste porter une réflexion qui va dans le droit fil de la question précédente et celle que vous venez de poser. À mon sens, dès lors que l'État a décidé que les grandes infrastructures publiques qui étaient précédemment gérées par les chambres de commerce puissent être co-gérées avec l'État et les collectivités, vous avez beaucoup affaibli la puissance des chambres de commerce à se concerter avec nos pouvoirs politiques. En réalité, nous avions un équilibre qui était naturel entre les représentants des entrepreneurs du pays, qui avaient élu en son sein un bureau, des membres qui avaient élu un bureau et un président de chambre, et nous gérions des grandes infrastructures publiques et qui, à mon sens, nous avons démontré notre capacité à bien les gérer. Il n'y a jamais eu de problème où les avions ne pourraient pas se poser, les marchandises ne pourraient pas rentrer, etc. Et je crois que c'était, je me permets cette réflexion, c'était un moyen de nous associer naturellement dans un cadre de réflexion des gestions des grands équipements structurants avec les pouvoirs politiques. Et cela se faisait naturellement puisque nous étions nous-mêmes propriétaires, gestionnaires, exploitants de ces grands investissements publics. Il aurait pu en être ainsi éventuellement d'autres tels que l'eau, les marinas, etc. Donc tout ce qui touche directement, finalement, à un intérêt général. Et nous sommes, nous, en tant que Chambre de commerce, garants de l'intérêt général, puisqu'on n'a pas de distribution de dividendes, donc on n'a pas d'intérêt, ni à court terme, ni à moyen terme, de faire des résultats. Nous sommes là pour gérer des investissements publics dans l'intérêt du plus grand nombre des entrepreneurs, mais aussi de chacun des habitants des îles respectives. Voilà, donc pour le reste, je souscris à ce qui a été dit par la région Guyane, et je vais totalement souscrire à ce que je ne sais pas qui va être dit par mon collègue Philippe Jotte de la Martinique. Voilà. Ouais, non, sur la formation, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais je voudrais faire un petit rappel sur le financement de l'apprentissage. Le représentant Saint-Martin l'a indiqué, on développe l'apprentissage. Simplement, le mode de financement a été revu récemment. On passe par des OPCO qui ont des coûts apprentis qui sont plus faibles que ce que nous avons en coût de fonctionnement. Mais surtout, jusqu'alors, nous arrivions à ouvrir des formations de 15, 16, des cohortes de 15, 16 étudiants ou apprentis sur 2 années, parce que ça correspondait aux besoins du territoire. Aujourd'hui, on n'a pas l'équilibre économique, on ne les ouvre pas. Donc, ces jeunes, ils partent et ils ne reviennent pas. Et donc, je crois qu'il y a sur cette volonté d'assurer des formations au plus près du territoire, à revoir le mode de financement de la formation et notamment de la formation d'apprentissage. Ce n'est pas l'objet de l'entretien d'aujourd'hui, mais je tenais à le faire remarquer parce que nous avons cette volonté dans les chambres de contribuer à l'élévation du niveau en matière de formation, mais il faut nous donner les moyens, il faut donner au centre de formation d'apprentis les moyens de régler ce problème. Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Si on veut vraiment avoir une vision à moyen terme de développement, il faut, à l'échelle du territoire, prévoir cette gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça suppose qu'on ait ensemble défini le modèle économique. À partir de ce modèle, on sait quels sont les secteurs sur lesquels nous aurons besoin de compétences. On lance les formations et là, on sera efficace. Aujourd'hui, on a trop de jeunes qui choisissent des formations un peu au hasard, sans savoir si elles correspondent aux besoins du territoire. Et on s'étonne après coup qu'ils ne restent pas sur le territoire. Donc, je crois qu'il y a vraiment, sur ces problèmes de compétences et de formation, un travail à faire ensemble. Puis je voudrais aussi insister sur le fait que
On ne peut pas décider seul de ce que veulent nos jeunes. Il faut aussi les associer à la réflexion. Et très souvent, les politiques, dans leur coin, décident de ce qui est bon pour le territoire, sans penser à cette jeunesse. Et ce n'est peut-être pas le cas en Guyane, mais Martinique et Guadeloupe, nous connaissons un exode des jeunes qui est massif, un vieillissement de la population. Et tout cela va poser à terme des problèmes de financement de la dépendance pour les collectivités, mais aussi de niveau ou d'équilibre économique pour les entreprises. Parce que quand vous passez le territoire de 400 000 habitants, ce que comptait la Martinique il y a quelques années, à des projections à 280 000, vous comprenez bien que l'enjeu, il est autre, de mon point de vue, il est autre qu'institutionnel. Mais s'agissant du niveau d'ingénierie nécessaire, oui, il y a besoin d'avoir dans nos bassins respectifs des écoles d'ingénieurs. Il y a un projet à Martinique qui commence bientôt avec l'INSA Lyon, et on considère cette formation qui a été initiée aussi par la Chambre de commerce. On considère qu'il y a à mutualiser avec nos amis de la Guadeloupe, de la Guyane, de Saint-Martin, pour que cette école d'ingénieurs trouve sa place. Mais s'agissant de l'ingénierie des collectivités, je voudrais simplement faire remarquer qu'en termes de fonctionnaires de catégorie A, je crois que la Martinique a une dotation supérieure, légèrement supérieure à la moyenne nationale. Et ça ne nous empêche pas d'avoir les mêmes problèmes de paiement des fournisseurs, des entreprises dans les délais par les collectivités, avec des délais moyens qui sont anormalement longs. Ça ne nous empêche pas d'avoir des problèmes d'accès à l'eau et des problèmes de traitement des déchets. Donc, c'est dire que ce n'est pas seulement un problème de compétences humaines ou de gestion des ressources humaines, c'est aussi et surtout un problème de volonté politique. Je vous remercie. Nous allons nous arrivons à un terme de notre audition, mais avant de nous laisser, je vais laisser la parole à notre collègue Victor Jasmin, qui souhaite poser une question, et après au président pour conclure. Mais je vous remercie infiniment pour ces éclairages, et je souscris parfaitement à ce que vous venez de dire sur la formation professionnelle et sur la montée en compétences et en valeur, et l'importance de garder, sinon de mettre en place les conditions pour faire revenir nos cerveaux qui sont partis dans les territoires au service de leur territoire. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos différentes interventions et j'adhère vraiment à la plupart des choses que vous avez dites, dans la mesure où sur nos territoires, il y a de vraies problématiques à régler et qui pourraient contribuer énormément à l'amélioration des conditions de développement économique. Et c'est important que les délais de paiement, par exemple, soient réduits, qu'il y ait l'eau, enfin qu'on ait vraiment à appréhender différemment un certain nombre de ces problématiques. Alors, concernant l'organisation des branches professionnelles également, c'est un sujet. Je crois aussi que la plupart des collectivités, pas des collectivités, mais des établissements publics d'éducation ont en leur sein, au sein de leur conseil d'administration, des représentants de vos différentes chambres, je crois, ou en tout cas, il y a des personnes qualifiées qui sont la plupart du temps des chefs d'entreprise. Alors, je voudrais savoir, est-ce que ces personnes font des retours vers vos instances pour dire ce qui se passe au sein de ces établissements, ainsi que l'implication que vous pourriez avoir avec les services académiques d'information et d'orientation pour qu'il y ait une mise en cohérence des formations et une information aussi au niveau des parents d'élèves. Je fus par le passé une présidente de fédération de parents d'élèves et cadre de santé également, et j'ai eu justement à contribuer à l'information des parents et de mettre en évidence les difficultés. Il y avait un salon qui se faisait à l'époque au CWTC, le salon de l'étudiant, et il y avait justement un certain nombre de vos collègues, je parle pour ce qui concerne la Guadeloupe en tout cas, et monsieur le président, qui proposait un certain nombre de formations déjà au niveau local, y compris la CCIIG. Donc maintenant qu'il y a des difficultés, y compris avec les données démographiques que nous avons, quel impact et quelles seront les conséquences? Alors monsieur Jacques de la Martinique en a l'a plus ou moins évoqué, mais ce sont des vrais sujets. Donc avec les collectivités,
qu'est-ce que vous pouvez contribuer à mettre en œuvre pour interpeller peut-être davantage? Et enfin, je dirais que maintenant qu'on est tous conscients des problématiques liées aux défis démographiques, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aussi, parce que bon, vous êtes là en tant que chambre consulaire, mais il y a aussi les autres chambres. Donc comment collectivement nous pourrons faire en sorte que ces données soient prises en compte pour permettre que les jeunes restent sur nos territoires, qu'ils soient formés, bien formés, et que les propositions d'emploi soient en cohérence avec les désirs, en tout cas, mettre en place la demande et l'offre en quelque sorte. Voilà, je vous remercie. Alors, je ne sais pas si, Madame la sénatrice, puisque je suis le ressortissant de la Guadeloupe, je vais me permettre de vous répondre. Et je voudrais avant tout vous dire une chose qui est importante, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est qu'avec les parlementaires de façon générale, aussi bien sénateurs que députés, nous avons des échanges récurrents, constants, sur des sujets qui nous préoccupent et on a une bonne écoute. Ce n'est pas pour vous faire plaisir que je dis ça, c'est juste parce qu'on le constate que lorsque nous prenons la tâche de nos parlementaires, on a une écoute pour essayer de comprendre quelles sont les difficultés que nous avons, notamment lorsque vous êtes amenés à voter un certain nombre de lois qui vont s'appliquer sur nos territoires. Madame la sénatrice, vous posez un problème fondamental qui nous préoccupe depuis longtemps. En fin de compte, vous posez une question centrale. Comment on fait pour adapter les formations des jeunes avec la demande des entreprises? C'est triste pour nous de voir qu'à un moment donné, nous sommes obligés de dépasser nos frontières avec un surcoût qui est considérable pour rechercher des personnes pour travailler dans les entreprises. Ce faisant, essayer de les draguer là où elles sont, hein, pour qu'elles puissent franchir un espace maritime, c'est-à-dire être très loin pour venir travailler dans les entreprises, avec tous les problèmes que ça peut avoir, le logement, l'éloignement des familles, le fait qu'ils doivent rentrer, etc. Alors on aurait préféré de loin trouver la ressource le plus proche de l'entreprise pour éviter ces longs déplacements et ces problèmes liés finalement à la vie de famille, que ce soit à la maison ou autre. Moi, je pense qu'il faut, si on veut arriver à cela, malheureusement, on ne peut pas obliger un jeune à choisir un cursus, mais il faudrait au moins qu'il soit en capacité de mesurer, lorsqu'il choisit, quelles seront ses capacités d'emploi proches de là où il habite, parce qu'au final, il peut se soustraire à ça, hein. Il peut très bien faire quelque chose en sachant qu'il va quitter le territoire, ce n'est pas le débat. Mais moi, je vois s'accentuer le fait que les chefs d'entreprise ont des demandes d'emploi insatisfaites et qu'on a un taux de chômage très élevé. C'est quand même très compliqué, ça pose un problème de compétitivité des entreprises. Beaucoup de personnes me disent avoir des capacités de production qui sont fermées faute de personnes pour pouvoir les faire fonctionner. Et en même temps, on a un taux de chômage qui est très élevé. Et vous avez remarqué que compte tenu de ce taux de chômage très élevé, récemment, on a fait une distinction entre le chômage outre-mer et le chômage en métropole pour être un petit peu plus généreux compte tenu du niveau de chômage. Donc ça veut bien dire que, en gros, on constate cette difficulté et pour autant, on n'a pas trouvé les bonnes réponses, mais il faut qu'on s'y attelle. C'est un sujet, à mon avis, majeur. Oui, excusez-moi. Alors, qu'en pensez-vous du fait que la région Guadeloupe paye autant pour que certains de nos étudiants aillent par exemple au Canada, et alors que sur le territoire, est-ce qu'on ne pourrait pas, justement avec ce qui a été proposé juste avant, et de la part de notre rapporteur, Madame Jacques, ainsi que de Monsieur le Président de la CCI de Martinique. Donc, il y a déjà un certain nombre de formations qui, de plus en plus, sont proposées par les chambres de commerce, mais aussi par l'université. Mais est-ce qu'il faut qu'on continue sur le modèle actuel? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se remette nous-mêmes en cause? Merci.
Philippe, je te laisse répondre, Philippe. Ça concernait les formations en Guadeloupe, enfin par la Guadeloupe au Canada. Non, je crois qu'on ne peut pas restreindre le champ du possible pour les étudiants, hein. Ils ont envie d'aller au Canada, il faut leur permettre d'y aller. Il faut simplement que des formations proposées soient en adéquation avec les besoins du territoire. Et je reviens à ce que je dis depuis longtemps, il faut un projet de territoire co-construit, une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui permettra aux jeunes de faire des choix en conscience. J'ai été président de l'ADOM pendant 6 ans et je rencontrais de nombreux jeunes ultramarins qui choisissaient des formations un peu au petit bonheur à la chance, sans véritable projet de vie ou projet professionnel. Ça leur paraissait sympathique, ils y allaient. Et quand on les interrogeait, ils disaient, mais si vous m'aviez dit que nous avions des besoins en soudeur, je serais allé faire une formation de soudeur parce que je suis sûr de revenir à Martinique. Mais comme personne ne me l'a dit, ben, j'ai choisi d'être scaphandrier, par exemple. Je crois qu'il faut que chacun assume sa part de responsabilité. La partie de l'orientation est aujourd'hui une compétence régionale et territoriale. Il y a un niveau national, puis il y a une compétence au niveau régional. Et peut-être que là aussi, il faut que les acteurs politiques se rapprochent plus des acteurs de terrain pour exercer au mieux cette compétence en matière d'orientation. C'est aujourd'hui une compétence de la collectivité de Martinique, comme celle du Conseil régional de Guadeloupe. Voilà. Messieurs, je vous propose de conclure cette audition. Déjà, vous remercier à mon tour, après Micheline, de la qualité des échanges et des réflexions que vous avez bien voulu mener et qui n'ont fait que confirmer tout l'intérêt que porte la délégation à vous entendre sur ce sujet. Et je pense que c'est très instructif en ce qui me concerne, j'en ai jamais douté, parce que sur mon territoire, j'ai associé à un moment donné la Chambre consulaire justement aux travaux d'élaboration d'un schéma de développement stratégique, parce qu'il me semblait naturel d'avoir les chefs d'entreprise autour de la table. Après, ils se posent des questions de signature, d'investissement, celui qui signe décide, enfin voilà, et tels que sont faits les contrats. Mais je pense que l'intelligence collective permet parfois de dépasser des formes réglementaires qui ne permettent pas normalement de vous associer. Et tout ça, malheureusement, effectivement, il faut passer par un cadre parfois réglementaire pour vous faire rentrer dans un processus qui me paraît indispensable en termes d'adhésion. En tout cas, merci de la qualité de ces échanges. Vous redire combien nous sommes preneurs de la remontée des questionnaires qui vous ont été adressés afin de nourrir notre réflexion, ce qui vous permettra de revenir peut-être plus dans le détail sur des éléments que vous n'auriez pas pu développer pendant cette audition. En tout cas, merci beaucoup du temps que vous avez bien voulu nous consacrer et je conclus cette audition. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.